Bienvenue au studio de Radio Paki. C'est ici Kwan, avec mon collègue à la régie Andrea et mon collègue à ma gauche, Amine. Bonjour à vous. Radio Paki a pour ambition de donner la parole aux femmes et aux hommes qui animent le quartier des Pakis, qui donnent au fond une âme à ce quartier, et voire au-delà des Pakis. Et pour cette raison, on est vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui Charlie, un des responsables d'associations caritatives, dont les Colis du Cœur, installé à la rue du Maule. Charlie, on se connaît, on va se tutoyer si ça fait rien. Oui. Et avant de se lancer, de nous expliquer, je pense, les auditrices et les auditeurs seraient ravis de te connaître un peu mieux. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots ? Oui, je suis Charlie Hernandez, au vrai nom Charlemagne Hernandez. C'est des noms fantastiques qu'on se donne aux Philippines, où je suis né, surtout dans les quartiers pauvres, pour faire classe. Et, effectivement, ça fait très classe. Oui, surtout qu'on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Heureusement, en Philippines, personne ne sait ce que ça veut dire. Malheureusement, j'habite maintenant dans une région où tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais tes parents, peut-être, savaient ou mes parents sont des gens assez intelligents, sont devenus éduqués, mais vu notre passé dans ce quartier qui s'appelle Baclaran, à Manille, aux Philippines, où vous connaissez simplement pas certaines choses au monde. Par exemple, quand on était venu en Suisse, et pour une fois ma mère avait assez d'argent pour manger au restaurant, on se dit, là, la table à gauche, ils sont en train de manger quelque chose qui a l'air d'un plat pour des gens qui ont de l'argent, donc on va essayer de commander ça aussi. C'était des artichauts. Et on ne savait pas comment le manger, donc on a mangé le tout. Donc l'ignorance, l'intelligence n'empêche pas qu'on est assez ignorant de plein de choses du monde, d'où le nom Charlemagne. Donc l'école primaire aux Philippines, grosso modo, jusqu'à 11 ans. Après l'école secondaire Francis Alamanic, et après l'université en Romandie. Donc, si c'est pas indiscret, t'es né en quelle année ? 1970, aux Philippines, en plein l'ère, ça s'appelle comment en français, martial law, loi martiale peut-être. Ouais, la loi martiale. D'ailleurs, c'est mon premier souvenir. De 2 ans et 3 mois, je crois, la saisie du pouvoir du dictateur Marcos, dont le fils risque de devenir le nouveau président là en ce moment. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je n'ai rien saisi. Déjà, je trouve ça exceptionnel de se souvenir de quelque chose de l'âge de 2 ans et 3 mois. C'est parce que c'était une énorme fête. Évidemment, tout le monde, comme tous les peuples qui ont subi et qui ont même choisi la dictature, ils nient tous. Ma tante incluse, sur les épaules, je me trouvais à ce moment-là, qu'ils étaient heureux de cette prise de pouvoir, que c'était une grande fête. D'accord. Et donc, vous avez décidé de quitter les Philippines pour la Suisse. T'es arrivé en quelle année ? Tout 31 décembre 91. J'avais presque 11 ans, justement. En décembre, ouais. Ça a dû te faire un choc, hein, je pense, arriver en décembre en Suisse. Ah oui, c'était... Quel souvenir tu regardes ? Un choc, un émerveillement. Évidemment, la première chose que je remarquais en descendant de l'aéroport vers la gare, parce qu'à l'époque, la gare de l'aéroport de Zurich était juste en bas, c'était style vraiment juste un étage, pas ce truc monstrueux qu'on a maintenant. Et je me souviens que je voyais mon haleine, parce qu'il faisait froid. Les buées que tu... Ouais. Et ça, j'hallucinais que ça pourrait arriver. En même temps, j'hallucinais, mais c'était les années 80, que la banlieue de Zurich, où on a habité, c'est devenu la banlieue maintenant, Untersiggenthal, près de Baden. Il y avait des champs de pommes et d'autres fruits, et on avait le droit de prendre quelques-uns. C'était
le lait, on prenait à côté et c'était chaud. Ouais. Là, c'était quand même assez paradisiaque comme D'accord. situation. J'avais ma propre chambre, quelque chose que ces gens d'intimité, espace d'intime, vous n'avez pas. C'était vraiment un choc. C'était un choc. D'ailleurs, ma première réaction était pourquoi je dois dormir tout seul, vous m'aimez plus. D'accord, ok. Donc, il me fallait quand même un bon moment pour m'adapter. Et le pire, c'est j'ai réussi l'examen pour le collège et en système humanique. Dans certains cantons système humanique, on passe pas d'abord au cycle ou on essaie, si on est niveau A, B, C, après à 15 ans, on finit un collège. Non, c'est tout de suite à 11 ans et quelques où vous faites l'examen et ils trient déjà à cet âge-là. Et donc, du coup, je me retrouvais avec, comment dire ça, les gens aisés des collèges. Donc, et comment tu trouvais, du coup, cette mentalité? Comment les Suisses t'ont accueilli? Bien, parce que c'est des années 80. Bon, la Suisse est encore super riche. J'imagine la pauvreté était moindre. Ils ne connaissaient pas encore les Asiatiques. Moi, j'étais le seul Asiatique en Tessingenthal. Non, il avait une autre. Donc, du coup, tu as tout le racisme positif aussi qui entre en jeu. Ah, tu parles vachement bien l'allemand pour quelqu'un qui a l'air asiatique ou qui l'a depuis un an. T'étais l'attraction du moment, quoi. Je crois, ouais, je crois. En plus, j'amenais des habitudes d'une grande ville. J'avais un skate. Je crois qu'il n'y avait personne d'autre qui avait un skate à l'époque. Quand vous grandissez comme enfant et surtout pauvre dans une grande ville, bah, vous ne vous couchez pas avant 11h, minuit. Tout le monde est dans la rue. En Suisse alémanique, à l'époque, à 7h, il n'y a plus personne dans la rue. Ah oui, bah c'est calme. Hein, oui. Donc, c'est propre et rangé, la Suisse. J'étais un peu un ovni dans ce petit village, petite ville d'Untersiggenthal, mais d'une certaine manière, c'était une bonne heure pour moi. Ça m'a permis de me calmer un petit peu, parce qu'il y a des pratiques aux Philippines qu'on s'habitue à avoir, qu'il ne faudrait plus avoir une fois qu'on est en Suisse. Bon, en t'écoutant, on sent là l'importance du cadre familial, de ton histoire. Et au fond, quel héritage familial t'as le plus servi jusqu'ici? J'ai un héritage assez complexe. Mon père était journaliste d'investigation, non corrompu en plus, dans un pays comme les Philippines. Ça invite des difficultés énormes. Ouais, ça doit être chaud. Je savais qu'il va mourir une mort violente. Il nous a préparés à ça. Il a heureusement survécu assez longtemps, jusqu'à l'âge de 55 ans, je crois. Dû au fait que son buddy, son copain de jeunesse, est devenu président. Marcos, qui est aussi mon parrain. Mais c'est rien de spécial, là. On a une multitude de parents. C'est l'assurance des pauvres, si jamais, justement, le père... D'accord, meurt. étonnant. Et donc, du coup, il était assez protégé, mais malheureusement, il s'est pris... il a commencé à croire qu'il est invisible. Invisible, oui. Invincible. Invincible en français. Et donc, du coup, il a attaqué les drug barons, les gens qui apportaient des drogues. Ah oui, les blancs de la drogue, là. Ouais. Et là, même si vous êtes ami avec le président, c'était juste une question de temps, donc il s'est fait tuer. D'accord, ok. Et ta mère Ma mère, c'était celle qui avait un QI assez haut. Je dis ça parce que dans un système américanisé d'éducation comme les Philippines, on teste tout le temps. Ils attestent beaucoup de valeur à ça. Donc, si vous venez d'un quartier pauvre et vous testez bien, là, elle a fini dans une école secondaire élite qui s'appelle Philippine Science High School, où ils prennent les 300 meilleurs du pays. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous pouvez choisir l'université au monde où vous voulez étudier. Et donc, elle a choisi Heidelberg, en Allemagne, pour étudier la médecine là-bas, où elle a connu mon beau-père allemand, qui était un chercheur... un poste aux Philippines. Non, ils ont connu en Allemagne. Ok. Mais il a reçu un poste en Suisse parce qu'il était chercheur nucléaire.
comment dire, donc c'est pour ça qu'on était en Terre-Signetal. Il y a un truc nucléaire à côté. Comme quoi, souvent, l'amour détermine certains parcours de vie. Oui. Et donc, tu es arrivé à Genève en 98, oui. me semble-t-il. Oui. Et ça aussi, c'était parce qu'il y a quand même des différences entre cantons, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Est-ce que tu as trouvé vraiment différent Genève, la Genève internationale? Oui, mais une petite parenthèse, j'étais déjà à Lausanne. J'étais en train de faire, j'ai fait ma demi-licence à Lausanne. Mais c'est à cette année-là, au moins l'année précédente, où mon père s'est fait tuer justement. Et j'étais censé faire une année à Berkeley, comme une année d'échange. Et j'étais pas dans l'état pour faire ça, surtout, Bah oui, on comprend, ouais. surtout les caractères des Américains. Hey buddy, en 5 minutes, vous êtes des meilleurs amis. C'était vraiment pas mon état d'âme. Mais j'ai déjà tout abandonné à Lausanne, donc je suis allé à Genève. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait énormément de Philippins. J'ai jamais vu ça. Une forte communauté. Oui, organisée, déjà assez bien organisée, par le fait que les mêmes personnes qui ont subi la dictature de Marcos aux Philippines, mais qui étaient déjà adultes, contrairement à moi, ils ont trouvé refuge à Genève. Et d'ailleurs, toute cette culture des activistes de l'Amérique du Sud, de l'Asie, c'est parce qu'ils ont déjà le savoir-faire de s'organiser de leur pays respectif. Parce qu'à l'époque, Genève était une terre d'asile Oui. pour la communauté. Ouais. D'accord. Mais je crois comprendre qu'un de tes traits de caractère, Charlie, c'est que en fait, tu as besoin de te tourner vers les autres pour venir en aide aux autres. Et d'où te vient ce besoin? Ça c'est une question complexe. À 1000 francs, ouais. Pas forcément flatteur si on creuse un peu plus profondément. J'imagine quelqu'un qui a un bon sens solide de soi-même va plutôt partir dans des carrières entre guillemets solides, claires et linéaires. C'est pas du tout le cas chez moi. Tu t'es destiné à quelle carrière? Moi, à l'époque, moi, je voulais faire prof du sport. Prof de sport, ouais. Une des choses que vous remarquez quand vous ne parlez pas la langue, que vous ne connaissez pas la culture, que vous êtes en retard sur plein de choses, à part les maths, parce que c'est relativement pas dépendant de la culture, et le sport. Je courais plus vite que les autres, parce qu'évidemment, si vous courez tout le temps dans la rue des Philippines, mes amis suisses au collège n'arrivaient pas à courir aussi. Puis t'es assez grand, hein? Non, j'étais petit. J'ai grandi à 15 ans, heureusement, mais j'étais le petit asiatique cliché qui parlait pas la langue, qui parlait surtout pas suisse-allemand, parce que j'avais déjà de la peine. Vous devez imaginer le scénario. Vous arrivez, c'est quelque chose que je viens d'apprendre moi-même biographiquement, parce que je me suis dit, je suis arrivé le 31 décembre, et donc l'école a commencé en août. Mais à l'époque, certains cantons, dont l'Argovie et Soleure, commençaient l'école en février et mars. Donc j'avais une transition de 3 mois avant d'être parachuté dans ce système qui s'appelle collège. Donc tout de suite, c'était grec ancien, latin, français, allemand. Ma tête explosait, donc elle n'avait plus de place pour le suisse allemand. Et à Genève, qu'est-ce que tu as découvert comme quartier? T'as vécu, est-ce que les Paquis, ça te disait déjà quelque chose à l'époque? Évidemment oui, parce que la pauvreté, j'ai pas seulement vécu aux Philippines, mais aussi en Suisse. Ça a un peu changé quand j'ai eu ma demi-licence et je commençais à faire des remplacements. C'était quand même des salaires assez conséquents. Demi-licence en littérature, anglaise, allemande et psychologie. D'accord. Et donc, du coup, je cherchais les moins chers possibles. Et là, trouver au Paquis Jonction. Et donc, moi, je me suis retrouvé à l'AHC, boulevard Calvoc, cette association de l'habitat collectif. Ouais. Parce que c'était style 300 francs. Il n'avait pas encore la SIGU tellement, je crois, à l'époque. Du coup, oui, donc tu as vécu un peu au Paquis. Oui, en sous-location.
En fait, mon tout premier séjour, c'est un quartier assez classe, la vieille ville. Parce qu'il y a beaucoup des appartements d'étudiants pour étrangers là-bas. Et eux, ils essaient de se faire un peu d'argent en sous-louant en plus à d'autres personnes comme moi. Mais revenons à notre cher quartier des Paquis. Qu'est-ce que tu connais de ce quartier? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce quartier? Les bains des Paquis, je crois. Tout le monde adore les bains des Paquis. Oui. Les petits déjeuners, les petits déjeuners. La baignade, la fondue. Et surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour moi, le premier restaurant asiatique qui était ouvert en dehors, ça c'est autre chose que tu m'as demandé avant quels étaient les chocs culturels. J'étais choqué à quel point même la faim était conditionnée en Suisse. Tu n'as pas intérêt d'avoir faim avant 12 heures et après 2h30. Et pas avant 6h30 et après 9h30. Sinon, tu ne vas pas trouver un restaurant qui te sert. Et ça a changé petit à petit avec un restaurant au Paquis pour moi qui s'appelait Boki. C'est pas pour rien que tu es en Suisse, c'est le pays des montres. Hein. On est réglé comme une montre suisse, n'oublie pas. Oui, mais voilà, donc, malheureusement pour moi, souvent j'ai faim vers, comme tu as vu là, je n'ai pas encore mangé à 3h de l'après-midi, parce que c'est là où, entre 2h et 3h, je commence à avoir faim. Et souvent, les établissements n'offrent plus à manger à ces heures-là. Donc, sauf ce restaurant asiatique qui était ouvert à toute heure. Donc, on était tout le temps en Paquis. Après, je ne suis pas quelqu'un qui planifie énormément d'avance. À l'époque des CD, il y avait un endroit qui est juste à la même rue en bas qui louait des CD jusqu'à très très tard. C'était un des premiers aussi. Je me souviens à l'époque, quand il n'avait même pas ça, il y avait des établissements, d'autres établissements avec une autre économie, disons, qui proposaient dans leur salle un peu en arrière des DVD à louer. C'était le premier parce que c'était ouvert jusqu'à toute la nuit. Ah ouais. Donc les Paquis, c'était inévitable. En plus, une grande partie de mes amis étudiants étaient au Paquis. D'accord. Donc les fêtes privées, les repas. Mais au fond, tu définirais ce quartier comment? Si tu devais décrire ce quartier en quelques mots, un étranger qui débarque à Genève. Je dirais le Paquis, c'est un peu comme... je vais proposer des analogies par rapport à leur ville. Ça pourrait être, par exemple, Brooklyn, si tu es new-yorkais, ou Altwater District, Los Angeles. C'est le mieux comparé parce que là, ça tout de suite, c'est là où tu vas avoir un esprit international. Ah, c'est intéressant cette analogie avec des quartiers américains. Ou asiatiques, selon leur provenance. Parce que vouloir définir ce que c'est le Paquis, quoi, ça va être chaud. Mais du coup, parce que tu peux définir ça selon la nationalité de tes interlocuteurs, mais est-ce que c'est pas parce que finalement les Paquis, c'est assez multiculturel, multi-ethnique? Oui, mais aussi, pour moi, ce mélange, tu as quand même des hôtels assez classes au bord du lac. Tu as aussi quand même la rue de Berne, pas très loin. Et en même temps, la gare qui définit aussi les frontières. Donc c'est un mix quand même assez spécial, je trouve. En même temps, ça fait quand même un moment que je suis à Genève. Il a eu des transformations de ce quartier. Je le trouve beaucoup moins... je crois que je vais raconter une analogie pour faire ce point-là. À la fin des années 90, quand j'ai amené parce que souvent je joue le guide entre guillemets touristique des visiteurs philippins ici, universitaires, aux diplomates, ou même des gens normands, entre guillemets. Et les enfants des diplomates, quand je les ai amenés ici, enfin 90, ils avaient peur. Parce qu'ils sont gâtés. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent dans les gated cities, dans les quartiers enfermés à Manille, où ils ne voient jamais. En plus, ils ont une idée de la Suisse super propre. Et c'est pas le cas, donc du coup ils sont choqués. C'était pas le cas. C'est cette époque-là. Très populaire. Oui, et maintenant c'est eux-mêmes qui viennent là. Ça montre, je crois, l'évolution des Paquis. Je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est juste que
cette couche des visiteurs n'ont plus de peur pour venir. Tu dirais que les Pakis, ça s'est un peu bobotisé? On peut dire ça, oui. Certains endroits, en même temps, comme tu sais très bien, je connais la population migratoire ici. Il y a toujours les mêmes, hein, qui galèrent, qui n'arrivent pas à payer, qui sont exploités en sous-location, etc., etc. Bon, c'est un peu ce mélange multi-social qui fait l'originalité des Pakis, finalement. L'un de tes traits de caractère qui te définit, enfin je trouve, hein, c'est que tu es très tourné vers les autres pour leur venir en aide. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta vie actuelle, de ton activité professionnelle tournée donc vers le caritatif? En 2015, quand il y a eu les images choquantes, un peu comme en Pologne maintenant, mais en pire, parce qu'il avait vraiment plusieurs pays et tout un trajet de la Turquie, de la Syrie jusqu'en Allemagne et la Suède. Sylvana et moi, une activiste et amie que je connue justement de ce mouvement Papyrus, qui s'appelait pas encore Papyrus, on a décidé de créer la caravane de solidarité. Et je suis allé après seul avec des amis suisses alémaniques parce qu'elle n'a pas pu pour la première mission, mais elle a fait ensuite. Et c'était une expérience qui m'a absolument bouleversé de voir ça sur sol européen. La première mission était à la frontière de la Croatie et de la Serbie, Optabak, Sid, par là. Et qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Qu'est-ce que t'as vu? La violence des policiers, déjà la masse des gens laissés à l'abandon, à la frontière. La manière comment les grandes organisations fonctionnent, comme la Croix-Rouge, UNHCR, par exemple, il avait des tentes UNHCR vides. Apparemment, c'est une pratique qui se fait pour marquer le territoire et pour chercher des fonds. Je suis beaucoup moins critique maintenant qu'à l'époque. À l'époque, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Maintenant que je suis moi-même dépendant des dons des autres, ouais. Je comprends la nécessité de poster des tentes, envoyer des images qu'on est là. Juste pour montrer que l'organisation est présente sur le terrain. Non, qu'ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils sont déjà moitié là, et malheureusement, la psychologie humaine fonctionne que c'est à ce moment-là que vous êtes plus prêt à donner de l'argent. On m'a expliqué ça comme ça, et je crois une grande partie c'est vrai. Mais j'avais aussi le problème qui se cassait à 6 heures, fermeture de leurs activités, fin de leurs activités à 6 heures, comme un bureau élargi, et se retirer dans les hôtels. Donc je ne comprenais pas au début. Là, malheureusement pour moi, pas malheureusement pour moi, je me retrouve maintenant dans une situation de fatigue que je commence à comprendre qu'il faut se retirer de temps en temps pour pouvoir perdurer. Vous ne pouvez pas tout donner tout le temps. Vous devenez désagréable envers les gens parce que votre patience devient minimale. Donc le contraire de mes valeurs à la base. C'est moins efficace. Oui, il faut la nécessité de se créer des bulles de récupération. Ouais. D'accord. Et puis là, donc après la caravane de solidarité qui est toujours existante. Au papier, justement. La rue de Navigation 19, là, pas très loin d'ici. Concrètement, vous faites quoi? Concrètement, vu que je travaille maintenant pour les Colis du Cœur à la distribution des sacs alimentaires, on va parler de ça certainement plus tard. On s'est orienté, j'ai donné la promesse au directeur de colis qu'on ne va pas concurrencer ce que je fais au colis. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire on a arrêté de distribuer des colis alimentaires nous-mêmes, au moins très rarement, pour des besoins très spécifiques. Là, surtout la rue de Navigation 19, mais aussi à Vivera Coffee et à Paki Market, là en face, on distribue des repas chauds, quelque chose qu'on peut se manger sans cuisiner.
et on aide au logement. Et c'est tous les jours, les repas chauds? C'est mardi soir, 5 à 7 heures, et samedi, entre midi et 3 heures. Dans les 3 endroits, Paki Market, Vivera et notre bureau à la rue de Navigation 19. Donc en tout, chaque endroit distribue 100 repas, ça veut dire 400 repas par semaine. Ouais. Alors là, c'est vraiment la rue du Môle, hein, parce que je vois Ouais. de temps en temps, je vois la queue, des personnes qui font la queue. Ouais. Et ces repas, ils sont préparés par qui? Par des bénévoles, par Oui, des communautés? par des bénévoles, mais on essaie aussi d'être proactif. On paie 4 francs le repas, donc c'est pas énorme, ils vont pas gagner énormément, mais ça fait tourner certains établissements qui tourneront beaucoup moins bien s'ils n'avaient pas cette aide. Donc on aide les gens qui ont faim, en même temps on aide des établissements de Paki. D'accord. Et c'est offert à qui? Le profil des bénéficiaires, c'est pas que des Paquisardes et des Paquisards, les gens peuvent venir de n'importe où de Genève. Oui, c'est ouvert à tout le monde officiellement, mais en même temps, par des raisons de pratique, parce qu'on n'est pas les seuls qui, évidemment, à Genève, qui offrent des repas, et la plupart viennent quand même du quartier. Et des fois, quand il en reste, on distribue aux gens qui sont dans la rue, dans le quartier. D'accord. Bah, restons au niveau du quartier. Tu dis ils viennent quand même du quartier. Est-ce que tu as l'impression que le phénomène de pauvreté a grandi dans le quartier? Pour moi, elle existait tout le temps. Donc la seule différence maintenant, qu'elle est plus visible, qu'il ose faire là ou peut-être qu'il a plus d'offres aussi, comme la nôtre. Mais j'ai pas l'impression que ça a énormément augmenté, surtout si je prends en compte les populations migratoires que je connaissais déjà avant. Mais avant, peut-être pas au Paki, mais dans les autres quartiers de Genève, parler des difficultés et même l'existence de ces populations migratoires qui ne sont pas les expats qui travaillent à l'ONU et à l'OMS. Oui, bien sûr. C'était un univers parallèle pour les gens. Là, ce n'est plus le cas. Oui, parce qu'avant le Covid, la pauvreté menaçait environ 18% des Genevois. Bon, c'est un chiffre statistique, mais toi qui es sur le terrain, tu dis que les gens, ils se cachent plus. Est-ce que tu penses que c'est dû au phénomène du Covid? Tout le monde a les images, on fait le tour du monde, hein, les images de ces files d'attente, de ces longs files d'attente d'une population qu'on ne soupçonnait pas au Vernet, au début du Covid. Est-ce que c'est ça aussi qui a poussé les gens finalement à contraints et forcés de s'afficher en plein jour? Absolument. Absolument. Je crois le phénomène de Vernet, initié par la caravane de solidarité de Genève, a déclenché pas mal de choses à plusieurs niveaux, chez tout le monde. Comment les services sociaux municipaux réagissent, comment même les autres associations réagissent, parmi la population aussi. C'est plus une honte de dire qu'on n'a pas assez à manger et qu'on va chercher un sac. Chez les Philippins, avant, on faisait ça en cachette. Alors Charlie, ce qu'il faut savoir, donc, à côté de Caravane de Solidarité, tu as une autre casquette qui est d'être l'un des responsables des Colis du Cœur. Alors les Colis du Cœur, c'est une association qui a distribué en 2020 plus de 127 000 colis alimentaires. Ça représente 6 500 bénéficiaires en moyenne chaque semaine, dont 40% des bénéficiaires sont des enfants. Et pour cela, le Colis du Cœur repose sur 300 bénévoles sur 4 sites de distribution. Est-ce que tu peux, nos auditrices, nos éditeurs peuvent s'informer davantage sur le site colisducoeur.ch, tout en minuscule, tout attaché, colisducoeur.ch. Mais Charlie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle dans cette association? Concrètement, vous distribuez quoi? Quel est le profil des bénéficiaires?
Qui peut en bénéficier, puis quel est le profil des bénévoles? Est-ce que tu t'en cherches toujours? Un de mes rôles pour l'école du cœur, pour lequel ils m'ont engagé, c'est d'organiser la distribution là, à la salle du Môle, tous les mercredis, entre 1h30 et 8h le soir. Dans nos sacs, il a 2 paniers en fait. Il a un colis avec des produits secs qu'on appelle, des boîtes, des pâtes, du riz. Et un autre colis avec des légumes de l'Union maraîchère et des fruits de l'Union maraîchère de Genève. Donc, qui a droit à ces sacs? Ce sont les gens qui sont passés par une assistante sociale ou l'hospice général, exceptionnellement, et qui délivre des attestations à ces personnes. Et nous, on exécute juste, on donne juste selon cette attestation. Voilà, c'est encadré. Hein. C'est encadré. C'est une des raisons pourquoi j'ai adoré joindre l'équipe des colis. C'est pas comme ce que je faisais avec la caravane de solidarité, c'est free for all, venez. C'était justifié à un moment donné, au pic de la crise de la pandémie. Mais je suis d'avis qu'il faut encadrer ça maintenant parce que quelqu'un qui a besoin de manger, souvent il a besoin de plein d'autres choses. Et ça peut uniquement marcher systématiquement si vous êtes encadré dans un système social de Genève. Venez pas vers la salle du Môle en croyant que vous allez recevoir pour tout le monde de votre famille. Vous pouvez, il y a un système temporaire, mais le mieux c'est quand même passer par votre assistante sociale. Le profil des bénévoles change, évidemment, c'est là où on a besoin. Donc c'est qui beaucoup de retraités, des gens qui sont entre 2 emplois, des étudiants aussi qui font une pause. Donc pas mal du monde dans une situation où ils ont les moyens pour donner de leur temps. Et je sais qu'il y a des entreprises, des fois, qui viennent vous aider. Les entreprises, heureusement, moi je trouve ça heureux, qu'il y a cette culture d'entreprise très, très anglo-saxon à la base, de donner un peu de son temps. C'est souvent une journée par année où on est censé d'aider une association. On est évidemment aussi très fiers de garantir en diversité. Qu'il y a beaucoup de communautés représentées, même parmi les bénévoles, qu'une grande partie des bénévoles, c'est des bénéficiaires aussi. Comme ça, il n'y a pas cette grande distance entre ceux qui donnent et ceux qui prennent. Là, les collègues vont voir, c'est mon collègue qui distribue aujourd'hui. Ça peut aider au niveau de la langue. Déjà, au niveau pragmatique, on a besoin des gens qui parlent tigrinien, mongol, parce que espagnol, français, anglais, là, on a assez. Parce qu'actuellement, est-ce que tu aurais encore besoin de bénévoles, notamment de l'aide des paquisardes et des paquisards? Vous êtes la bienvenue. Alors, c'est un appel à nos auditrices et nos auditeurs. Concrètement, ils peuvent venir te voir le mercredi et puis se présenter à toi? Oui. Demander Charlie Hernandez? Exactement. Écoute, Charlie, moi je pense que nos éditrices et nos éditeurs sont ravis de mieux te connaître à travers tes activités caritatives. Mais je pense qu'ils souhaiteraient aussi te connaître de manière peut-être plus intime. Et ce que je te propose pour finir, c'est de découvrir à travers ce qu'on appelle des questions tirées du questionnaire de Proust. Par exemple, pour toi, la qualité que tu préfères chez un homme? Résilience. Et un personnage vivant ou mort que tu aurais aimé rencontrer, que tu aimerais rencontrer? Václav Havel. Voilà. Puis il est quand même fini président. Oui. Ce qui n'est pas rien. Bon, là, on est à la radio, les gens sont à ton écoute. Est-ce que tu as un juron favori? Donc, c'est pas si j'ai le droit de dire... Si. Ok. On peut, hein. Non, c'est rien grave, c'est rien grave. Déjà, le mot « merde », parce qu'il y a ce « R » français dedans, pour moi, ça sent français. D'accord. Ça me remet... Et pareil dans les autres langues. Souvent, je choisis quelque chose qui est vraiment représentatif, même déjà au niveau de son. Je réfléchis même pas à ce que ça veut dire. En suédois, c'est « helvete ». Et ça sent déjà assez germanique pour moi, et ainsi de suite. Moi, je m'attarde à ça, à ce niveau-là.
Voilà, nos auditrices et auditeurs ont appris un juron en suédois, helvete. On meurt un jour ou l'autre, et s'il existe, qu'est-ce que tu aimerais dire à Dieu? Qu'il pourra peut-être parler moi en allégorie et directement. Et pour finir cette interview qui, je l'espère, a enchanté nos auditrices et nos auditeurs de Radio Pâquis, je te laisse le mot de la fin. Sur quel mot tu aurais envie de terminer pour finir cette interview? Une invitation à tous les gens de Pâquis qui sont comme moi, multiculturels, multiethniques, je crois, de ne pas accepter les définitions apportées de l'extérieur et des autres, ce qui vous êtes. Voilà, c'est sur cette note positive que s'achève cette interview. Et on te remercie vraiment du fond du cœur au nom de Radio Pâquis. Merci Charlie. Merci à vous.